Bonjour. Il y a quelque temps qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai été un petit peu débordé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. Nous allons parler des dogmes, nous allons parler du cercle Frédéric Bastiat et nous allons parler de notre misère. Commençons par les dogmes. Alors, vous savez, les hommes se mettent sur le dos des dogmes, des croyances qui réalisent de véritables carnages. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez arriver un dogme qui va devenir une croyance universelle, vous pouvez être sûr que vous compterez les morts par milliers, voire par millions. Pourquoi? Parce que lorsqu'une croyance devient universelle, elle a la particularité de refuser tous ceux qui ne croient pas comme elle. Et ceux qui croient en cette croyance, en ce dogme, deviennent d'une très grande violence. Ils ne supportent pas que d'autres n'y croient pas. Et ça finit dans le sang. Alors nous avons connu, en ce qui concerne notre monde occidental, le monde où nous vivons, nous avons connu récemment le christianisme, qui a été pendant des siècles un massacre, qui était basé sur une peur, sur la peur de mourir. Jésus-Christ, de son vivant, enfin du moins c'est ce que disent les évangiles, pensait que la fin du monde était proche. Et il prêchait pour que les gens arrivent à cette fin du monde proche, en très bon état, c'est-à-dire que les gens fassent la paix avec la mort à venir. À cette époque, les gens mouraient jeunes. À cette époque, on mourait, je pense, entre 30 et 40 ans. Bon, puis, cette idée de la mort entre 30 et 40 ans a disparu. Et aujourd'hui, pour les jeunes adultes de 40 ou 50 ans, enfin les hommes, la mort n'est pas proche. Donc ils n'ont plus de stimuli par rapport à cette mort. Et quand ils commencent à y penser, qu'ils ont mon âge, ils n'ont plus les facultés de renverser la planète. Alors, aujourd'hui, ensuite est arrivé le dogme de l'égalitarisme, qui lui était basé sur... C'est toujours une peur, hein. Alors, le communisme, c'était la peur de ne pas participer au partage des richesses que l'on entrevoyait au XIXe siècle par rapport à l'industrie naissante. Tout le monde se rendait compte qu'il allait y avoir des richesses à partager, et je pense que certains imaginaient qu'ils pourraient passer à côté. Et donc là-dessus, sur cette peur, accompagnée de l'envie, s'est bâti le communisme avec aussi tous les morts que l'on connaît. Alors aujourd'hui, où nous en sommes? Aujourd'hui, nous avons l'écologie. Ah ça, l'écologie, c'est miraculeux. Donc c'est une croyance qui s'installe, basée aussi sur une peur. La peur, c'est le surnombre. La peur, c'est on va être trop nombreux, et si on ne fait pas attention, la planète va nous détruire. Enfin, nous allons nous autodétruire. Bon, ça ne peut pas faire une politique, ça, c'est une peur. Bon, le principe de l'écologie, c'est finalement d'être poli, de ramasser ses déchets, enfin des choses qui sont... il suffit d'être poli pour le faire, c'est pas très compliqué. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. L'écologie aujourd'hui, ça génère toute une organisation, des croyances absolument invraisemblables, et je pense que ces croyances demain vont, comme les précédentes, détruire. Alors combien l'écologie fera de meurtres, combien l'écologie tuera de gens, j'en sais rien, mais on sent bien que le chemin en est parti, car rien ne peut raisonner les écologistes. Rien, absolument rien. Quand je vois ce pauvre Nicolas Hulot, excusez-moi de sourire, mais j'imagine, je le vois penser qu'il pourrait prendre le pouvoir, puis s'arrêter, et puis il a l'air atterré. Je pense qu'il doit être un peu surpris de ce que devient cette chose à laquelle il croit et qu'il a essayé, qu'il a aidé à mettre en œuvre. Donc le dogme de demain, le dogme qui va tuer, c'est l'écologie. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Deuxième volet de notre petite discussion, le cercle Frédéric Bastiat. Alors, le cercle Frédéric Bastiat, organisé le week-end dernier, que ce cercle appelle le week-end de la liberté. Alors, Frédéric Bastiat, d'abord, c'est un auteur gascon qui, en 1850, aux environs, était économiste, était un homme, un honnête homme, comme on l'appelait à l'époque, et dont les écrits sont un peu surannés, mais extrêmement séduisants, et toujours d'actualité. Cet homme avait une très grande lucidité sur les hommes et sur l'économie.
on peut comparer cette lucidité à un autre auteur de la même époque, qui s'appelle Karl Marx, enfin pas tout à fait à la même époque, je suis un peu 20 ans après, qui n'a lui aucune lucidité, dont la lecture est barbante à mort, et dont les écrits sont sans intérêt. Alors c'est assez amusant parce qu'on a d'un côté Karl Marx qui est devenu une star mondiale et qui a essaimé le pire, et puis de l'autre côté Bastiat qui n'est pas une star mondiale, qui n'est connu que de quelques initiés et dont les écrits sont d'une grande sagesse. Alors évidemment, Bastiat est un libéral, c'est-à-dire c'est un homme tolérant, c'est un homme qui comprend, c'est un homme qui a de la compassion pour les faibles, qui a du respect pour les forts, qui voit l'humanité telle qu'elle est. Alors, Frédéric Bastiat, un homme qui s'appelle M. De Guénin, a essayé de le promouvoir. C'est pas facile tant Bastiat est, je dirais, compréhensible et simple. Alors donc du coup on n'aime pas trop ça, hein. Donc les stars sont toujours pas simples, hein. C'est pour ça que ça s'appelle des stars. Donc M. De Guénin est décédé et a repris le flambeau Patrick de Cazeneuve qui écrit dans ce blog et qui est un médecin de Bayonne et tout à fait passionné et passionnant. Donc j'ai été à ce week-end à Liberté. Et j'y ai rencontré que des gens vraiment extraordinaires de sympathie et d'ouverture d'esprit. Que ce soit d'une part les orateurs qui sont succédés pendant ces 3 jours, qui étaient tous dans leur genre très très intéressants, que ce soit les auditeurs qui étaient un peu moins d'une centaine, mais qui étaient attentifs, qui ont écouté tous les colloques, qui ont été présents à tous les colloques, qui ont posé des bonnes questions, qui se sont retrouvés après à table ensemble et avec des discussions toujours sympathiques, donc des gens de grande qualité. Alors, c'est un endroit, alors d'abord je vous conseille de regarder le blog du club Frédéric Bastiat, et je souhaite que vous vous rapprochiez de ce blog parce que ce cercle Frédéric Bastiat mériterait d'avoir une audience nationale et d'avoir des représentants dans tout le pays. Je pense que Patrick de Cazeneuve a tout à fait la carrure pour donner à ce club une dimension nationale et je pense que ce serait une bonne chose parce que je pense évidemment nous avons besoin de libéralisme. Nous avons besoin de libéralisme. Quand je vois, quand j'entends, enfin quand j'écoute le matin, figurez-vous, je fais un truc qu'on ne devrait pas faire, le matin quand je vais à mon bureau, dans ma voiture, j'écoute France Info. Chaque jour, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, le problème, c'est que je suis dans une région où les autres radios parasitent un peu. Donc, j'écoute France Info, et chaque fois, je suis effondré. Alors, ce matin, on parlait de la mondialisation, terrorisant les gens par rapport à la mondialisation. Alors, je pensais à ce sujet, vous savez, à ce nageur et son entraîneur, qui sont complètement inconnus, que vous ne connaissez pas. Moi non plus, d'ailleurs, je ne les connais pas. Mais ce que l'on sait, c'est que ce nageur et son entraîneur sont contre la mondialisation. Et que donc, depuis que l'un nage et depuis que l'autre entraîne, ils le font dans une piscine, dans un petit village, je crois, vers Saint-Laurent-de-la-Prée, dans les Charentes. Et donc, ils ne sortent pas de cette piscine et de ce village, puisque pour eux, au dehors, c'est la mondialisation. Donc, vous voyez, ceux qui ont peur de la mondialisation, c'est un petit peu ça. Il ne faut pas qu'ils se mettent dans la natation, vous voyez. Donc, passons sur les détails. Donc en réalité, si l'on veut affronter la mondialisation, si l'on veut vivre sur cette planète où nous sommes, il faut une base intellectuelle solide. Et je pense que Frédéric Bastiat est cette base qui peut permettre effectivement de comprendre le libéralisme et de comprendre la tolérance et de comprendre l'ouverture économique. Bien. Troisième point que je voulais évoquer avec vous ce matin, c'est nous les contrôlés fiscaux, les bannis de la société, les fraudeurs fiscaux. Alors, dans ces 3 jours de ce week-end de la liberté, je n'ai donc rencontré que des gens sympathiques. À chaque fois que j'ai eu l'occasion ou l'envie de parler contrôle fiscal, ça n'a inspiré personne. Ça veut dire que, si vous voulez, dès que l'on parle contrôle fiscal, dès que l'on dit qu'on a été un contrôlé fiscal, dès que l'on dit que l'on a été maltraité, dès que l'on dit que l'on n'est pas un fraudeur, mais qu'on est une victime, les portes se ferment. Toutes les portes se ferment.
pour dire que Bercy a réussi à créer un climat de terreur, parce que les portes se ferment. Pourquoi? Les portes se ferment parce que, non pas parce que les gens ne se sentent pas concernés, parce qu'ils se sentent tous concernés, mais parce qu'ils ne sont pas dans le truc et qu'ils ont peur d'y être, c'est-à-dire qu'ils sont terrorisés. Les gens sont terrorisés. Et c'est normal, parce que quand vous réfléchissez aux moyens que possède Bercy de semer la terreur, ça commence dès le début. Dès le début, si vous voulez, on peut considérer qu'un contrôle fiscal est l'équivalent d'une perquisition. C'est une perquisition de votre comptabilité, mais ça va au cœur de vous-même. Votre comptabilité, c'est une partie essentielle de vous, c'est complètement privé, c'est vous en ce qui concerne sa vie matérielle, donc c'est tout. Hein. Donc un contrôle fiscal, c'est exactement comme une perquisition. Il y a une grande différence. C'est une perquisition, c'est pas exactement comme, c'est une perquisition comptable. Et par rapport à une perquisition traditionnelle, il y a une grande différence. Une perquisition chez un malfrat, ça ne peut pas se faire sans que le procureur de la République ait établi une requête qui soit motivée. Et cette perquisition, elle est faite en compagnie d'un officier de police qui va être là pour observer si les règles sont bien appliquées. Si celui qui est perquisitionné est respecté. Or, nous sommes dans le cas d'un malfrat, ou soupçonné. Dans le cas d'un simple entrepreneur, ou d'un simple Français, chez qui on vient faire une vérification de comptabilité, c'est-à-dire une perquisition de sa comptabilité. Premièrement, le fisc n'a pas du tout à expliquer pourquoi il vous a choisi. Il vous choisit arbitrairement, c'est arbitraire, pas de problème. Il n'a pas à en rendre compte. Ensuite, il a besoin d'autorisation de personne. Il vient de lui-même, chez lui. Et ensuite, chez vous, pardon. Et ensuite, quand il est chez vous, ou il est comme chez lui, quand il est chez vous, il n'y a pas d'officier de police ou de quoi que ce soit pour surveiller s'il fait les choses comme il faut. Et vous ne pouvez même pas filmer le contact que vous allez avoir avec lui parce que ça vous est interdit. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas garder la preuve de ce que vous avez dit avec le fisc. C'est pour vous dire les pouvoirs exorbitants, et nous passerons après, plus tard, on reparlera de la suite, c'est-à-dire les procès bidons, enfin tout ce qui a des recours hiérarchiques bidons, enfin tout ce qui suit. Donc quand vous êtes pris dans cette spirale infernale, vous êtes seul. Vous êtes seul. Si là, quand vous me regardez, vous êtes pris dans cette spirale infernale, sachez que vous êtes seul. Même chez des gens de grande qualité, comme ceux que j'ai rencontrés au cercle Frédéric Bastiat, même là, même des gens ouverts, tolérants, même là, vous ne serez pas compris. Vous n'aurez pas de compassion. Il n'y a qu'ici, sur ce blog, que nous avons tendu un fil ténu entre tous ceux qui sont dans cette situation et qui peuvent savoir qu'ils sont là, qui peuvent... mais c'est pas grand-chose. On ne peut même pas faire quelque chose pour eux. Il faut simplement qu'ils sachent, que tous sachent qu'ils sont des milliers, que ces milliers restent une minorité, parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont jamais de contrôle fiscal de toute leur vie, que ces milliers qui ont cette minorité sont frappés du complexe du goulag. C'est-à-dire le complexe du goulag, c'est-à-dire que le goulag c'est quoi? C'est un endroit où on enferme les gens arbitrairement, et une fois qu'ils sont enfermés, on ne les nourrit pas, on ne les soigne pas, et on leur demande un gros travail physique. Évidemment, à un moment donné, ils ne peuvent plus faire ce travail physique. Et donc, on les élimine. Or, les goulags, tout le monde est indifférent au goulag. Vous savez, ça n'est pas la conscience des goulags qui a fait tomber l'URSS, ça n'est pas la conscience des camps de concentration qui a fait tomber Hitler. Non. Ceux qui sont pris dans ces systèmes de terreur meurent pour rien. Donc vous êtes aujourd'hui, si vous regardez ce blog, c'est que vous êtes aujourd'hui touché par ce problème, par ces meurtres fiscaux. Il faut que vous sachiez que nous devons attendre que, tout simplement, comme l'URSS, comme Hitler, que Bercy fasse faillite, parce que Bercy va faire faillite. Évidemment, une hydre de ce type qui fonctionne par la terreur et la violence ne peut que faire faillite. Il est possible qu'il faille attendre un certain temps. Sachez que nous sommes là, et puis que vous pouvez nous rejoindre. Et
puis c'est pas une grande consolation. Mais bon, voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.